Bonjour tout le monde et bienvenue à cet épisode d'Inspire Leadership Podcast, votre intersection entre votre croissance et votre leadership. Tu sais, je l'ai déjà dit dans d'autres épisodes, j'aime tellement faire les enregistrements de podcasts, surtout lorsque je viens à la rencontre de quelqu'un de nouveau dans mon réseau. Puis c'est exactement ce qui est arrivé. C'est tellement le fun parce que de temps à autre, je vais recevoir des courriels par rapport à des gens qui ont peut-être écouté au podcast, ils ont visionné le podcast même dans la chaîne YouTube, et puis ils m'envoient un petit message disant, ben écoute, moi je pense que j'aurais quelque chose à contribuer aux gens là, qui suivent les épisodes de ton podcast. Puis ces gens-là, ils communiquent avec moi, puis je suis tellement heureux que mon invité aujourd'hui a fait ça. Je suis tellement reconnaissant qu'il puisse prendre le temps pour être ici avec moi, avec nous. Pour les gens qui nous écoutent, on vous remercie d'être là aussi, soit dans la chaîne YouTube ou si vous écoutez dans votre plateforme préférée de podcasting. Mais écoute, on va commencer ça tout de suite parce qu'on va parler de leadership, on va parler de stratégie, on va parler de réflexion. J'ai tellement hâte et puis je suis tellement heureux d'accueillir un gestionnaire de projet humanitaire et un coach en leadership, M. Jean-Baptiste Lacombe-Lavigne. Bienvenue au podcast. Merci beaucoup, Joël. Très heureux d'être ici avec toi. Oui, mais comme je disais, vraiment heureux que tu aies communiqué avec moi. Tu sais, j'ai vu le courriel, puis là, j'ai vu un peu qu'est-ce que, tu sais, un peu par rapport à toi, mais aussi qu'est-ce que tu proposais comme discussion dans le podcast. Puis je me suis dit, tabarouette, ça tombe pif avec, tu sais, avec la mission du podcast, avec la thématique dont on aime discuter. Et les gens aussi qui suivent les épisodes du podcast, bien, je pense que ça va vraiment les intéresser. Puis j'aime comment tu as fait un genre de breakdown par rapport à trois items en particulier dont on va discuter. Donc, d'une façon organique, c'est certain, mais on va tenter de toucher ces trois points-là parce que je pense, Jean-Baptiste, avec l'expérience que toi t'amènes à la table, je pense qu'il y a des gens qui vont écouter à ça, puis ils vont sûrement pouvoir prendre un petit morceau et puis de retenir quelque chose qu'ils vont pouvoir appliquer à leur vie et puis acheter de la valeur aux autres. J'espère. J'espère que ça va être utile pour l'auditoire. Je suis certain que oui. Donc, avant de commencer, Jean-Baptiste, pour les gens qui nous écoutent, afin qu'ils puissent apprendre à te connaître, pourrais-tu nous parler, là, prendre quelques instants pour nous dire, ben, c'est qui ça, Jean-Baptiste Lacombe-Lavigne? Tu fais quoi dans la vie? Qu'est-ce que tu aimes? Parle-nous de toi afin qu'on puisse apprendre à te connaître. Donc, moi, je suis un humanitaire de carrière. Ça fait 15 ans que je fais du travail humanitaire. J'ai commencé avec Médecins sans frontières dans le temps. Ma première mission, c'était au Niger pendant une crise nutritionnelle. On Ouais. était dans un petit village là, vraiment reculé du Niger où est-ce qu'on a développé un centre de nutrition. Je suis vraiment resté dans ce domaine-là. Je travaille pour Oxfam Québec, couvert beaucoup les conflits au Moyen-Orient, là, Syrie, Yémen, Irak, Palestine, Liban. Wow. Après, j'ai travaillé beaucoup pour la Croix-Rouge canadienne, le mouvement de la Croix-Rouge. J'ai été déployé dans les épidémies d'Ebola en Afrique de l'Ouest, en République démocratique du Congo. J'étais déployé à Haïti, au Myanmar, un peu partout dans le monde. Puis ça a toujours été dans des positions de leadership. Donc, ça a tout le temps été dans des positions où est-ce que, on était une équipe, on était ensemble, il fallait atteindre un objectif. C'était compliqué, on n'avait pas toutes les informations, on n'avait pas toutes les ressources. Mais on savait qu'il fallait travailler ensemble pour atteindre un but. Fait que j'ai l'impression d'avoir appris beaucoup, beaucoup de choses sur le leadership à travers ces expériences-là. Beaucoup de choses aussi en regardant mes collègues, surtout mes collègues locaux des pays qui étaient affectés. Fait que mes collègues congolais, haïtiens, du Bangladesh. J'ai énormément appris. Puis là, je suis rendu dans une autre phase de ma carrière où est-ce que je coach en leadership. J'essaie de transférer un peu les choses que j'ai apprises sur le terrain à d'autres personnes qui seraient intéressées d'apprendre ça, puis d'explorer un peu plus c'est quoi leur pratique de leadership dans leur métier, dans leur job, parce que j'ai l'impression qu'il y a plein de choses qui sont transférables. Oui, définitivement. Puis, hey, t'es père de famille aussi, n'est-ce pas? Exact. J'ai une petite fille de 2 ans. Puis là, je prends beaucoup plus de temps avec la famille. J'essaie de moins voyager, d'être plus à Montréal, de profiter de ce nouveau projet-là, de cette nouvelle phase, de cette nouvelle saison de ma vie-là. Puis j'apprécie énormément, là. C'est vraiment, quelque chose qui m'enrichit personnellement énormément. Oui, et puis ça va être justement probablement ton rôle de leadership le plus important dans ta vie. Ça va être tu sais, ce rôle-là auprès de ton enfant. Donc, et c'est tellement beau. Ceux qui ont des enfants, ben, vous savez aussi que c'est tellement spécial, n'est-ce pas? Ça ajoute tellement de joie, ça ajoute du stress, ça ajoute toutes sortes de choses. Mais tu sais, en général, ce sont de bonnes choses. Et puis, tu sais, une fois que nos enfants arrivent et puis touchent notre vie ou touchent nos vies, mais on ne peut pas même imaginer.
sais, notre vie sans nos enfants. Donc, c'est excellent. Ça, c'est le fun d'être dans une saison comme ça. 2 ans surtout, là, parce que tu as un enfant jusqu'à présent, c'est ça? Exact. C'est Ouais. ça. Fait que tout est nouveau présentement pour toi là, dans cette petite aventure-là, au fur et à mesure que d'avance. Mais je me souviens très bien, moi j'ai 2 enfants, comme on avait discuté lors de notre rencontre il y a quelques jours. Mais moi, c'est 22 ans, puis 20 ans maintenant. Donc, le stage de 2 ans, il a passé, ça fait longtemps. Mais peu importe l'âge, Jean-Baptiste, je te le dis, nos enfants, ça va toujours être nos enfants. Puis quand on les voit, on les voit toujours à travers des yeux de parents. Puis on voit encore le petit enfant là, de 2 ans, 3 ans, 4 ans. C'est assez spécial. C'est assez spécial. Donc, écoute, je trouve ça super intéressant. Tu as une panoplie d'expériences partout dans le monde. Ça fait que toi, tu as bien des étampes dans ton passeport, là, j'imagine. Tu t'es promené comme à bien des endroits, puis tu as pu vraiment appliquer un leadership dans ces rôles-là, comme humanitaire et puis comme gestionnaire de projet dans ces initiatives-là. Fait qu'un des points que tu avais suggéré qu'on pouvait discuter, je trouve ça fort intéressant parce que je t'écoutais parler, puis je me disais, tu sais, des manques de ressources ou avec des questions qu'on n'a pas des réponses et puis on doit avancer quand même et appliquer un leadership et puis faire le mieux qu'on peut, ben, ça ressemble drôlement au monde que moi j'ai connu comme un gestionnaire ou un leader éducatif comme direction d'école. Donc, dans une des propositions, tu avais proposé de parler de, tu sais, des clés pour adapter son leadership en fonction du contexte des équipes variées. Puis ça, tu l'as connu. Moi, je l'ai connu aussi en éducation, malgré que c'était comme des équipes tu sais, de profs, des équipes d'aide éducatrices, des TES, concierges. Ça se ressemblait d'une année à l'autre, mais c'était quand même des équipes variées. Et puis, veux pas, bien, nos approches étaient peut-être différentes au niveau de notre leadership par rapport à ces différents regroupements-là. Mais toi, dans toutes ces équipes variées-là que tu as connues là, partout dans le monde, as-tu comme des clés, as-tu des choses que tu aimerais partager avec nous par rapport à l'adaptation de ton leadership dans ces contextes-là? Oui, tu sais, souvent, l'erreur qu'on fait, c'est, ah, ça a marché dans tel contexte, Oui. je fais un copier-coller dans tel autre contexte, mais c'est quasiment qu'il faut réapprendre, puis comme si c'était sa première mission, son premier projet ou son premier contrat à chaque fois. Ouais. Donc, moi, j'aurais trois actions, là, trois stratégies là, à proposer. Un, poser beaucoup de questions. Deux, chercher les bons experts dans le milieu. Trois, aider les membres de son équipe à connecter. Fait que quand je dis poser les questions, c'est souvent tu arrives puis ton titre arrive avant toi. Tu es peut-être le Ouais. directeur ou le chef de projet ou tu sais, quelque chose qui prend bien de la place sur une page. Puis on dirait que ça vient avec la pression de déjà tout savoir, puis ça t'enlève le réflexe de poser des questions, puis de faire non, je sais pas tout. Hmm. Mais ça, c'est vraiment une erreur courante. Puis je pense qu'il faut vraiment, à chaque fois, arriver avec humilité, transparence, puis dire, faut que je pose bien les questions. Puis il faut que je pose les mêmes questions à différentes personnes. Quand même les réponses se répètent, c'est correct. C'est de la triangulation. On valide encore plus les données, puis on est capable d'avoir des informations plus justes. Donc, il n'y a pas de questions idiotes. Poser des questions, c'est s'adapter autant au contexte à sa nouvelle équipe. Dans les questions que je pose souvent, puis ça va revenir un peu quand on va parler de stratégies concrètes là, pour travailler dans des endroits avec des ressources limitées, c'est quoi les forces? C'est quoi les choses que les membres de ton équipe veulent s'améliorer? Tu sais? Souvent, je rencontre des gens, soit ils manquent de confiance en eux-mêmes, ils sont très conscients de leurs faiblesses, mais pas conscients de leurs forces. Puis il y en a d'autres qui sont très confiants en eux-mêmes, ils connaissent bien leurs forces, mais ils connaissent pas bien leurs faiblesses. Mais je pense que en tant que leader, l'important, c'est d'avoir une bonne visibilité des deux pour chacun des membres de Hmm. ton équipe. Hmm. Fait que vraiment poser des questions sur le contexte, poser des questions aux gens de son équipe, apprendre à les connaître, vraiment une clé importante là, pour s'adapter à différents contextes, puis s'adapter à différentes équipes. Fait que le deuxième point, c'est vraiment chercher les experts du contexte. Quand je parle des experts, là, on est tout le temps habitué de parler à l'expert finance ou l'expert des Ouais. RH ou l'expert, mais souvent les experts du contexte, c'est peut-être la madame de la cafétéria ou le monsieur du dépanneur Ouais. ou le concierge ou le gardien ou le chauffeur ou euh, celui qui est le gardien de sécurité depuis 25 ans. Euh, Souvent, ils passent à côté, ils passent en dessous du radar, on leur parle pas.
Mais souvent, c'est eux les experts de qu'est-ce qui se passe dans cet environnement-là? Qu'est-ce qui se passe dans cette ville-là, dans ce quartier-là, dans ce bâtiment-là? Qu'est-ce qui se passe dans cette équipe-là? C'est quoi l'histoire? Qu'est-ce qui a déjà été essayé dans le passé puis qui n'a pas fonctionné? Pourquoi? Donc, vraiment de prendre du temps pour trouver les experts du contexte puis les experts de l'équipe. Puis souvent, c'est pas forcément les gens qui sont Hmm. qui ont un gros pedigree, mais c'est eux qui ont vraiment l'essence d'un endroit. Fait que moi, je prends énormément de temps dans chacune de mes missions à poser des questions dans l'environnement direct. Raconte-moi l'histoire de ce quartier-là. Raconte-moi l'histoire de cette ville, de cet endroit-là, de cette équipe-là. Ça me donne vraiment une visibilité incroyable là, sur la situation, puis ça aide vraiment beaucoup. OK. Fait que vraiment aller chercher les bons experts. Puis la dernière affaire, c'est aider les membres de son équipe ensemble. Fait que c'est bien que tu aies posé plein de questions aux gens de ton équipe, tu les connais, mais souvent les gens des équipes ne se connaissent pas ensemble. Un des exemples que j'ai, c'est quand j'étais au Mozambique, on avait un hôpital. Puis on avait deux équipes, une équipe de Canadiens puis une équipe de Finlandais qui travaillaient OK. dans l'hôpital. Puis le soir, ils se parlaient pas. Ils étaient chacun dans leur coin, ils faisaient leurs affaires, puis tout ça. Puis ça se reflétait dans le travail parce qu'ils prenaient pas l'habitude d'aller demander à leurs collègues canadiens ou collègues finlandais. Fait que moi, quand je suis arrivé, j'ai collé les deux tables du base camp où est-ce qu'on était. J'ai sorti un paquet de cartes. J'ai montré des jeux à tout le monde. Puis là, ça a commencé à jouer ensemble, à apprendre à se connaître, se poser des questions sur leur famille, les Ouais. enfants, leur Ouais. job, où est-ce qu'ils vivent, tu sais. Puis là, ça s'est reflété dans le travail parce que là, ces relations-là ont été établies. Puis dans la job de tous les jours, il a été capable de se poser des questions. Fait que c'est bien que toi, tu aies créé des connexions, mais en tant que leader, il faut que tu sois un catalyseur pour que les connexions se créent entre les membres de ton équipe. Fait que c'est vraiment les trois points là, que je voulais partager là-dessus. C'est des excellents points. Je peux faire plein de parallèles avec le travail que moi je fais en éducation. Je peux faire même plein de parallèles avec le travail que je fais comme consultant en affaires. Tu sais, quand tu as parlé de poser des bonnes questions, ça m'a fait penser, Jean-Baptiste, tu sais, pour poser de bonnes questions, il faut être aussi capable d'écouter pour comprendre. N'est-ce pas? Ça te dit quelque chose, ça? Ben oui, dans les pratiques de coaching, ils disent faut passer 80% de son temps à écouter. Puis 20% à poser des questions. Parce Ouais. que la réflexion, c'est vraiment le client, la personne avec qui tu travailles qui amène ça. Fait que dans poser des questions, l'importance de poser des questions ouvertes, pas des questions par oui ou par non. Puis essayer de laisser le plus de place possible à la création de la réponse, puis la création de la réflexion à la personne à qui tu poses la question. Moi, j'aime ça, la création de la réponse, parce que des fois, tu sais, on peut, puis moi, tu sais, je m'attrape encore aujourd'hui d'écouter, mais tu sais, j'ai déjà des solutions, des réponses là, qui me trottent dans la tête. Puis ça fait en sorte que je suis moins présent avec cette personne-là, ou je suis moins présent par rapport à cet élément. Puis mon écoute comme diminue de plusieurs, ben, de beaucoup, disons. Donc, ça fait en sorte que je suis plus en train d'écouter pour comprendre afin de mieux peut-être poser de poser de meilleures questions afin d'apporter la personne à pouvoir peut-être trouver des avenues de solutions potentielles. Ouais, je pense que on est tous un peu victimes de ça, de quand quelqu'un commence à parler, la petite voix intérieure commence déjà à préparer sa réponse avant même que l'autre ait fini de parler, tu sais. Oui, C'est correct qu'il y ait des pauses, tu sais. On peut respirer trois grands coups, puis là, commencer à faire oui, la réponse dans notre tête. Une fois que la personne a fini de parler, on n'est pas obligé de commencer pendant que la personne parle, ça nous c'est ça. empêche C'est d'écouter. ça. Puis souvent, tu sais, s'il y a une pause, ben, ça veut peut-être vouloir dire que les gens sont en train de réfléchir aussi. Fait que c'est bon de laisser aussi la place pour la réflexion. Mais tu sais, écouter pour comprendre, je pense que ça nous amène à poser de meilleures questions. Et puis, ça, tu sais, ça peut nous amener aussi à des meilleurs résultats. Quand tu as parlé des experts, tu aller chercher puis aller poser des questions aux bonnes personnes, tu as parlé que parfois, ça ne veut pas nécessairement dire que ce sont les gens qui sont les plus près de l'action. Peut-être les gens qui sont peut-être autour de cet environnement-là ou dans l'environnement, mais dans une différente capacité. Et puis, moi, ça m'amène à la perspective. Tu sais, j'ai pensé à ça parce que quand on voit à différentes personnes, quand on est proche d'un projet, disons, puis on travaille, tu sais, une journée après l'autre, ben ça fait en sorte qu'on est influencé d'une certaine façon par le projet. On peut être investi émotionnellement même dans ces projets-là. Ça va avoir un impact sur comment on perçoit les choses autour de nous. Tandis que, oups, si on a d'autres personnes qui travaillent dans l'équipe, mais ils ont des différents rôles ou sont peut-être pas.
à une même distance du projet que nous le sommes, ben, ça donne une différente perspective qui peut nous donner des informations vraiment intéressantes, n'est-ce pas? Ah, totalement, totalement. Euh, Puis, une des choses que j'ai vu beaucoup dans les projets, c'est dépendamment de où tu es situé, OK? ce que tu priorises, puis à quoi tu accordes de l'importance, c'est vraiment très différent. Puis des fois, ça crée des tensions entre quelqu'un qui va être vraiment très, très terrain, peut-être quelqu'un qui va être au siège social, peut-être qui va être dans quelqu'un qui Ouais. va être dans le département des finances. Puis ça fait partie, je trouve, du rôle d'un bon leader de comprendre les différentes perspectives, puis voir les points d'amorce où est-ce qu'il y a un tronc commun, puis Hmm. essayer de aussi traduire les différents langages. Ça, c'est ta priorité, ça, c'est comme ça que tu vois les choses, ça, c'est ta perspective. OK? Pour le bien du projet général, il y a aussi telle autre perspective, telle autre priorité, telle autre façon de faire. Durant la crise de COVID, moi, j'étais Ouais. directeur des équipes santé en urgence pour la Croix canadienne ici au Québec. Puis OK. on avait des équipes là, partout au Québec, dans les CHSLD, les résidences privées pour aînés. On avait des équipes de vaccination, on avait des équipes de tests à la frontière, au poste de la colle. On avait des grosses équipes. Là, maintenant, on était 1400 là, staff Wow! un peu partout au Québec. Wow! Fait que c'était vraiment des grosses équipes. Puis, il y a un moment donné, je me suis rendu compte que qu'est-ce que j'entendais, puis qu'est-ce que je voyais comme priorité, puis comme enjeu important de mes directeurs adjoints, puis de mon équipe de leadership proche. Mhm. C'était peut-être pas forcément qu'est-ce que le préposé aux bénéficiaires ou l'assistant dans les sites de vaccination ou le testeur à l'école voyait comme enjeu. Tu sais. Mhm. Mhm. Quand j'ai vu qu'il y avait une petite déconnexion un peu dans la communication, dans la chaîne de communication, dans la culture organisationnelle, pour moi, c'était super important d'aller le plus proche possible des activités, puis poser des questions là-bas, puis OK, c'est quoi ta perspective par rapport à ça? Qu'est-ce qui manque? Comment on peut améliorer les choses? Est-ce que c'est une bonne utilisation des fonds qu'on fait en ce moment? Est-ce que tu aurais une autre approche? Puis vraiment d'essayer d'articuler ces différentes perspectives-là, puis les reconnecter. Je pense que ça fait vraiment partie des rôles des leaders, puis ça aide vraiment l'organisation à avoir une seule culture de leadership, mais c'est vraiment, vraiment difficile dans des grosses organisations avec Hmm. plusieurs niveaux hiérarchiques, mais je pense que c'est quelque chose qui est très important de faire là, euh, si on veut être sérieux par rapport à la mission de l'organisation. Ouais. Puis tu as parlé dans ton troisième point, tu sais, de créer des occasions pour que les gens puissent tu sais, se réunir, être ensemble. Des personnes avec différentes perspectives, peut-être différents rôles à l'intérieur du projet, mais le fait qu'on crée ces occasions-là comme leader afin qu'eux ils puissent développer des liens ou des relations entre eux, c'est aussi important parce que c'est à ces moments-là qu'on est capable d'entendre les différentes perspectives, les impacts sur un tel regroupement ou un autre regroupement. Et surtout quand tu disais, là, comme, hey, 1000 employés, là, ça c'est bien du monde. Moi, j'ai jamais eu une école qui avait 1000 employés, donc je ne peux qu'imaginer là, tu sais, la logistique derrière, euh, trouver des façons pour que les gens puissent connecter, puis de pouvoir jaser, puis échanger, parce que, comme tu disais, là, souvent, si on ne le fait pas, puis ça vaut autant pour un petit personnel d'une dizaine que de mille, ben c'est là que les gens vont commencer à ben, c'est là que les problèmes peuvent se développer parce que les gens n'ont pas l'information, ils vont assumer des choses. Donc là, les gens vont se mettre à parler. Et puis, c'est là où est-ce qu'on peut avoir un peu de l'énergie négative là, qui se forme autour de certains regroupements de personnes. Puis souvent, c'est relié à un manque de communication, n'est-ce pas? C'est sûr, puis souvent, il y a des craintes ou des doutes ou une gêne, puis les gens vont pas nécessairement automatiquement l'un vers l'autre. Ouais. Peut-être des fois, c'est des gens qui sont vraiment très, très différents. Tu sais, euh, moi, je me rappelle dans presque tous mes projets, les gens de la logistique, tu sais, qui font l'approvisionnement, puis qui envoient les choses, ils ont vraiment une façon de voir les choses particulière comparativement aux gens des opérations, Ouais. puis les gens des finances. Puis des fois, je les entends parler, puis ils parlent des gens des finances, puis des gens des opérations, ou les gens de la logistique, comme si c'était un extraterrestre, tu sais, Ah, ouais, ouais, ouais. une autre espèce, tu sais. Ouais. Puis Ouais. ça aide pas parce que le préjugé, c'est que ils pensent différemment, tu sais. Puis Ouais. peut-être qu'il y a une autre perspective, puis peut-être qu'ils ont d'autres priorités, mais l'important à ce point-ci, c'est
Qu'est-ce que vous avez en commun, tu sais? Est-ce qu'on travaille pour le même projet? Est-ce qu'on travaille pour le même objectif? Est-ce que les gens de la logistique veulent que ça soit livré le plus rapidement possible, puis que qu'est-ce qui Mhm. soit livré, ça soit la bonne qualité? Oui. Ah, ben, regardons, aux opérations, c'est la même affaire. Ah, puis regardons, tu sais, le monde de la finance, les autres veulent être sûrs que les waybills, tout ça soit signé, puis qu'on C'est soit ça. capable de. C'est ça. Fait on a de quoi en commun, on peut se concentrer là-dessus, tu sais. Puis souvent, c'est aussi ça dans les projets de plus grandes envergures. Tu sais, il y a peut-être des craintes, mais si tu es capable de donner un espace où est-ce que les gens sont capables de trouver c'est quoi leurs points communs, plus que leurs divergences, tu sais, ça fait vraiment un sentiment d'équipe. Encore une fois, un des exemples que j'ai, c'est pendant la pandémie de COVID. OK. Qu'est-ce que je trouvais hyper difficile, c'était comment on fait pour créer un sentiment d'équipe si Hmm. on peut pas se voir, parce qu'on Hmm. était tous à distance, on était tous sur nos ordinateurs, puis OK, c'est bien beau Zoom, c'est très bonne technologie, mais je veux dire, c'est pas ça qui crée un gros C'est pas comme le sentiment contact d'appartenance. humain, là, tu sais. C'est pas tout à fait la même chose qu'un contact physique humain, là, tu sais. C'est ça, tu sais, puis Ouais. là, on pouvait pas le faire dans une salle non plus parce qu'il y avait la Non, distanciation physique. c'est ça. Fait que là, j'ai fait, c'est-tu quoi, guys? OK, on va faire une rencontre d'équipe dehors. On va monter le Mont-Royal. On va être à bonne distance. Je sais que c'est l'hiver, je sais que c'est de l'activité physique, mais faut bien qu'on se rencontre face à face, un de ces quatre. Puis là, on a fait ça. Puis bon, il y en a qui ont chialé un peu, que ça leur tentait pas de marcher dans ce lodge. Ouais, Mais à ouais, la fin de la journée, tout le monde était vraiment content que, ouais. OK, c'est bon. Tu sais, on sait c'est qui Josiane, Marius, on sait c'est qui Sandra. Exactement. Tu sais, fait que, voilà, tu sais, on est une équipe à cette heure. Fait que d'essayer de créer ces ponts-là, pour moi, c'est vraiment très, très important, c'est même essentiel. Ouais. Puis souvent, il y a des moyens de le faire. Tu sais, moi, tu me fais penser, tu sais, lorsque ça a été le retour au tout début de la pandémie dans les écoles, on avait encore comme de la distanciation, on avait des masques. Et puis, je me souviens, tu sais, je me disais, ben, comment est-ce qu'on va faire la rencontre du personnel? C'est juste ça, là, comment est-ce qu'on. Parce qu'on ne peut pas être tous dans une salle de classe parce que la salle de classe était trop petite pour le nombre de personnes qu'on avait. Fait que là, tu fais penser à l'extérieur de la boîte, puis finalement, tu sais, on l'a fait dans le gymnase parce que c'était un plus grand espace. On s'est distancé, mais finalement, on a ri de ça un peu parce qu'on a trouvé ça drôle qu'on était tellement loin un de l'autre. Toutefois, tu sais, on peut être par Zoom comme que nous le sommes, Jean-Baptiste, en ce moment, puis tu sais, comme c'est le fun, mais quand on est comme dans une même pièce physiquement, là, où, tu sais, c'est comme tu peux ressentir une énergie qui est différente un peu, puis ça ajoute à, je pense, à cette connexion-là, puis le non-verbal et puis tout ça, là, des gens. Ça joue un rôle, c'est certain, mais de pouvoir penser à différentes façons qu'on peut amener les gens ensemble parce que, laisse-moi dire, dans mon expérience, parmi les équipes qui étaient les plus efficaces et efficientes, ça a été des équipes dont j'étais membre, puis c'était des équipes multidisciplinaires. Fait que, tu sais, quand je pense à mes années comme direction de service auprès du conseil scolaire en entier, eh bien là, je siégeais aussi dans des comités disons, multidépartements, là, si je peux le dire de même. Tu sais, on avait des techniciens en informatique, on avait des gens en EED, on avait des gens en pédagogie, on avait des gens en finance. Et puis lors de ces rencontres-là, ben, c'est là on pouvait vraiment entendre et voir, tu sais, la perspective des autres. Mais ça prenait quelqu'un pour dire, hey, il faut avoir des rencontres de même, puis il faut rassembler les gens parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir avancer vers nos objectifs. Totalement. Puis parlant de ça, d'équipe multidisciplinaire, puis efficacité, puis l'efficience, Jean-Baptiste, on a parlé tantôt de ressources limitées. Puis je pense que dans la majorité des entreprises, ben, peut-être pas la majorité, mais dans plusieurs entreprises et en éducation, c'est certain, il y a des ressources limitées. Hein? Il n'y en a jamais assez, il n'y a jamais assez d'argent, il n'y a jamais assez de pupitres, il n'y a jamais assez de crayons. Ça nous en prend toujours. Puis en affaires, ben, ça peut être la même chose. Donc, toi, tu as eu des expériences certainement dans tes projets humanitaires où est-ce que les ressources étaient extrêmement limitées. Donc, toi, t'as-tu pu développer des stratégies où tu as fait essai et erreur, puis tu as vu qu'il y avait certaines stratégies qui te permettaient d'aller vers des solutions quand tu étais dans des moments de, comme peut-être même extrêmes, des moments extrêmes de ressources limitées? Oui, ben c'est sûr que c'est super frustrant sur le terrain parce que on a tout le temps l'impression qu'on pourrait faire plus, mais qu'on n'a pas assez, on n'a pas assez de ressources. Ouais. Puis moi, avec le temps, il y a comme trois voies là, que j'essaie tout le temps de me rappeler puis qui me sont toujours très utiles dans des contextes de précarité de ressources, là. La première, c'est vraiment
avec toutes les questions qu'on a posées au début, utiliser à fond les ressources de ton équipe. Non seulement les capacités, mais les intérêts des gens de ton équipe. Je vais revenir un peu plus tard. L'autre chose aussi, c'est de reconsidérer c'est quoi son équipe. OK? Notre équipe, c'est peut-être pas forcément juste notre projet. OK? Il y a peut-être Ah, d'autres mondes autour OK. qui ont des intérêts communs avec toi. Puis d'essayer d'identifier ça, ça peut être un facteur de succès. Le troisième point, j'appelle ça moins c'est plus, ou se concentrer sur notre objectif. Fait pour les forces des équipes, je vais donner un exemple, je pense que ça l'illustre mieux, là. Dans un projet où est-ce que j'étais, on avait une clinique mobile. Puis il y avait un des membres de notre équipe, c'était le spécialiste communication. Fait que lui était là beaucoup pour faire les photos, les films, les entrevues avec les gens de la communauté, les travailleurs humanitaires, surtout pour faire de la levée de fonds au Canada, pour les médias canadiens, etc., etc. Puis il était très, très bon dans ce qu'il faisait, mais lui, quand je posais des questions sur c'était quoi ses attentes par rapport à la mission, c'était quoi ses attentes par rapport au projet, il me disait, ben, sais, moi, j'aime ça, ramasser des fonds, tout ça, mais j'aimerais ça aussi avoir un impact ici. Puis je sais pas trop, tu sais, Ouais. comment je pourrais faire ça. Puis, tu sais, c'est le fun de la com, mais j'aimerais ça en faire plus. Fait que si jamais il y a quoi que Hmm. ce soit, tu sais. Puis là, ben, dans ce projet-là, au final, la deuxième rotation, il nous manquait un personnel pour l'engagement communautaire. Fait que l'engagement communautaire, c'est d'informer la communauté sur les services de la clinique mobile, à quelle heure ça l'ouvre, à quelle heure ça ferme, quel genre de OK. maladie. Puis si jamais tu as tel problème, va à tel endroit, telle organisation, c'est plus la nourriture, telle organisation, c'est plus l'éducation, etc., etc. Fait qu'on avait des grosses lacunes là-dessus parce on n'avait pas de personnel. Mais là, mon gars des coms, lui, il est spécialisé là-dedans, faire du marketing, faire du Hmm. message, puis oui, c'est du marketing pour vendre des affaires d'habitude, mais c'est le même principe, c'est connaître ton audience, faire le spot radio, identifier Effectivement. Hmm. le canal de communication. Puis là, lui, il était emballé de ça, de pouvoir faire ces activités-là. Fait que là, c'est sûr qu'il fallait que je mette ça dans les limites de c'est quoi ses compétences, puis où est-ce qu'il faut pas tu sais, dépasser, puis tout ça. Mais il a vraiment été une source super, super utile. Puis si tu fais ça avec tous les gens de ton équipe, tu arrives vraiment à trouver des solutions avec des ressources limitées. Hmm. Le deuxième point pour les équipes externes, euh, mon point, c'est de dire, des fois, tu as l'impression qu'il faut que tu fasses tout seul. Mhm. Mais souvent, en contexte humanitaire, mais aussi dans le contexte des affaires, aussi dans le contexte des organisations à but non lucratif, il y a plusieurs autres organisations, il y a plusieurs autres entreprises, il y a plusieurs autres équipes qui font face au même problème. Ouais. Fait que si tu es capable d'identifier ça, puis de travailler ensemble, puis de répartir la responsabilité, c'est beaucoup plus facile. Nous, sur le terrain, c'était souvent comme ça. On avait un hôpital de campagne à Namatanda, mais on n'avait pas assez d'ambulances, on n'avait pas assez de ressources pour faire le outreach. Mais Médecins sans frontières, eux autres, il y avait des ambulances. Fait que nous, la Croix-Rouge, on avait l'hôpital de référence, on était capable de faire les chirurgies, les césariennes, énormément d'interventions médicales. Et Médecins sans frontières, eux autres, ils faisaient les cliniques mobiles. Fait OK. en se coordonnant comme ça, on était capable d'en faire plus avec moins de ressources. La dernière fois, je disais moins c'est plus, c'est que des fois, on n'a pas beaucoup de ressources, mais des fois, on fait plus que qu'est-ce qu'on est supposé faire. Tu Ouais. sais, Ouais. notre objectif, c'est tel truc. Puis là, ben, on pourrait faire ça aussi, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça. Mais c'est sûr que quand tu commences à élargir de même, ben, ça te prend plus de ressources. Hmm. Tandis que si tu te concentres vraiment sur qu'est-ce que tu as à faire, ça en prend moins. Puis aussi, je me suis rendu compte qu'on a beaucoup un biais de quand on veut résoudre un problème, Mhm. on rajoute quelque chose. C'est rare qu'on enlève quelque chose pour résoudre C'est un vrai. problème. C'est vrai. Mais souvent, si on est capable de penser autrement, en enlevant quelque chose, ça te prend moins de ressources, puis des fois, ça règle un problème. L'exemple que j'ai pour ça, c'est les vélos pour les enfants. OK. Tu sais, avant, c'était des petits vélos avec des petites pédales, avec deux roues en arrière. Puis là, il y a un gars qui était comme, bon, là, tu sais, moi, j'aimerais ça repenser ça un peu.
Puis, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pas ajouté un moteur, il a pas ajouté d'autres bébelles sur le vélo. Il a enlevé les petits trous, il a enlevé les pédales. Puis là, tu as un paquet de vélos pour les enfants qui n'ont aucune pédale. Ben oui, j'ai vu ça L'enfant fait déjà. juste laisser aller avec les pieds. Oui, Puis oui, ça l'aide l'équilibre. C'est plus léger, c'est plus facile à manipuler. Puis c'est beaucoup plus efficace pour les enfants pour apprendre à faire du vélo, pour garder l'équilibre que intéressant. avec les pédales. Tu sais. Fait que l'idée, c'était on enlève quelque chose pour rendre le truc meilleur. Puis ça, souvent Hmm, dans des projets, dans des missions, j'étais comme ça, c'est-tu nécessaire? On est-tu capable de faire mieux plus rapidement sans ça? Puis ouais. souvent, la réponse était oui. Puis on sauvait des ressources, on était plus rapide, on était plus agile. Fait d'essayer de réfléchir à ça aussi. Qu'est-ce qu'on peut enlever pour rendre les choses meilleures? Pas toujours facile parce que dans mon expérience, Jean-Baptiste, c'est que quand on fait ça, souvent, la personne qui apporte l'élément qu'on ferait peut-être en surplus, mais c'est quelqu'un qui est passionné de ça. Tu sais, puis ils veulent le faire. Mais à un moment donné, tu sais, comme leader, on doit peut-être amener les gens à réfléchir par rapport au temps qu'ils ont et puis aux efforts, puis de se poser la question. Puis je vais parler de cet item-là en ce moment. Mais moi, la question que je me pose souvent, c'est en faisant ça, là, est-ce que ça nous apporte ou est-ce que ça m'amène plus proche de mon objectif, oui ou non? Tu sais? Mhm. Puis là, si oui, OK, ben peut-être là, on regarde puis ça vaut la peine de le faire, mais sinon, mais on n'ajoute pas à l'assiette, là, parce que si on ajoute, on n'enlève rien. Donc, tu sais, on n'avancera pas peut-être aussi bien que qu'est-ce qu'on l'espère, mais c'est pas toujours facile d'avoir cette conversation-là parce qu'il y a des gens, surtout, si c'est des actions que les gens, ça fait plusieurs années ou une certaine façon de faire, puis ça fait plusieurs années, puis c'est déjà incarné dans la culture, puis là, tu arrives, tu commences à questionner et on regarde à ça, puis on se pose des questions, c'est-tu vraiment la meilleure chose à faire? Mais la personne, elle peut être atteinte et puis penser, oh, ben, c'est tu sais, une attaque personnelle. Et puis donc, comme leader, je pense qu'on a ça aussi à gérer un peu ou à poser des bonnes questions, mais de faire en sorte que la personne tu sais, qui est touchée par ça de cette façon-là en particulier est capable de le réaliser aussi et puis d'ajouter quand même de la valeur à l'organisation pour continuer à faire une différence et puis nous amener vers nos objectifs. Ah ouais, c'est vraiment difficile parce que souvent les gens ils associent l'initiative à leur personne. Tu sais. C'est ça, Puis c'est c'est une ça. critique de l'initiative, c'est comme une atteinte personnelle. Tu sais. Fait que je pense que souvent le rôle du leader, c'est de faire OK, chaque personne ici, OK, Hmm. a de la valeur, chaque personne est utile puis essentiel pour l'équipe. Puis il y a plein d'initiatives qui ont été créées, soit individuellement, soit collectivement Ouais, par l'équipe. ouais, Mais une fois que ces initiatives-là sont créées, ils t'appartiennent plus. OK? ouais. J'aime Ils ça. appartiennent à l'équipe. Tu sais. Puis là, c'est vraiment là que c'est un engagement que l'équipe doit prendre que à partir de maintenant, on réfléchit plus pour notre ego, on réfléchit pour le succès de l'équipe. Puis, un des exercices que j'avais fait à un moment donné, c'est j'avais juste mis sur le sol en tape OK. la superficie correspondait au budget. OK? Intéressant. Euh, Puis là, chaque initiative, chaque phase du projet, eux autres aussi, proportionnellement, c'était des morceaux de carton qui fitaient avec le budget. Tu sais. Puis là, il y avait à peu près quatre ou cinq différentes carré de tape Hmm, sur le plancher hmm. avec les pièces de configuration. Puis là, les équipes, il fallait qu'ils fassent un Tetris, là, tu sais. Puis qu'ils choisissent qu'est-ce qui fit et qu'est-ce qui fit pas. Tu sais. Puis là, ben, OK, ben ça, OK, oui, mais c'est super le fun, mais c'est vraiment gros. Tu sais, ils le voyaient visuellement, là, tu sais, Ouais, ouais. ça, c'est un beau projet, mais est-ce que ça a plus d'impact que ça qui est vraiment plus petit? Ça a pas mal plus d'impact, OK, en proportion. Tu sais, comme juste visuellement, ils le voyaient, puis là, c'était très concret, très tangible. Puis là, c'était beaucoup plus facile d'avoir ces discussions-là, tu sais, Hmm. puis là, des fois, c'était, ben oui, mais ça, ils utilisent les mêmes ressources que ça. Est-ce qu'on pourrait, Puis Ben le oui. monde commençait à s'ostiner s'il pouvait couper une partie du carton puis coller à telle autre affaire. Ben, puis moi, j'avais aucun problème avec ça. Tu sais, Ouais. le monde arrivait avec des solutions puis des innovations, mais l'objectif de l'exercice, c'était de prendre conscience de comment on priorisait ça. Puis si on choisissait telle chose,
ça veut dire qu'on choisissait de pas faire telle autre chose, tu sais. Ouais. Quand on quand on accepte un rendez-vous, là, automatiquement, quelqu'un t'envoie sur Zoom. Si tu choisis de le prendre, ben, tu choisis aussi de pas faire quelque chose d'autre. Tu sais, Hmm. c'est vraiment important d'être intentionnel dans ces choix-là, autant pour le budget que dans la Ouais. gestion du temps. Puis souvent, les gens de l'équipe comprennent ça. Euh, Puis l'autre stratégie que j'ai aussi pour ça, c'est quand on s'entend pas sur les techniques, OK. de ramener ça aux valeurs. OK? C'est quoi les valeurs de l'organisation? C'est quoi les valeurs, la mission de l'organisation, la vision de l'organisation? OK, peut-être qu'on s'entend pas, toi puis moi, que cette initiative-là ou cette partie du projet-là est utile, mais est-ce qu'on s'entend que notre objectif en tant qu'équipe, c'est X? Est-ce qu'on s'entend que l'objectif de l'organisation, c'est ça? Est-ce qu'on Hmm. s'entend que, tu sais, toi, tu es en pédagogie, que l'apprentissage, l'éducation, l'évolution des enfants, c'est ça le plus important? Oui? OK. Bon, si on s'entend ces valeurs, on peut redescendre aux techniques. Comment on fait pour atteindre cet objectif-là ensemble de la meilleure manière possible, tu sais? Fait que souvent, de juste trouver le terrain d'entente en premier, puis après changer le niveau, tu sais, soit passer du valeur au politique ou du politique au technique, Hmm. du technique au politique, etc. Ça aide beaucoup, là, tu sais, que tu sois pas en opposition, mais tu es dans la même équipe, d'essayer de Ouais. trouver une solution. Mais c'est une vraiment belle stratégie, ça, tu sais, de revenir. Puis ça démontre l'importance d'avoir eu cette conversation-là avec ta gang, là, tu sais, comme quelles sont nos valeurs. Puis nous, dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on projette, on veut s'assurer qu'on respecte ces deux ou trois valeurs-là, je ne sais pas combien il y en a, mais ces valeurs-là qui représentent qui nous sommes Mhm. comme organisation. Fait que, tu sais, dans des moments, si tu es un prof ou une direction d'école, même avec ta salle de classe, là, tu peux déterminer avec tes élèves, disons, dans mon domaine de l'éducation, ensemble, puis ça se fait, c'est avec des enfants en troisième année, deuxième année, on choisit les valeurs qui sont importantes pour nous. Et là, on s'assure qu'on reste toujours centré là-dessus. Ça fait que dans des moments où est-ce qu'on était indécis, on s'ostine par rapport à on devrait-tu faire une telle chose ou une autre. Ça peut être au niveau d'un personnel aussi lorsqu'on décide des activités sur l'année scolaire. Ben, si on a de la misère, ben, il n'y a rien qui nous arrête de revenir à ces valeurs-là, puis de voir ben, lesquelles touchent vraiment de plus près ces valeurs-là qui vont nous amener plus proche de nos objectifs. Et puis s'il y en a peut-être qui sont plus éloignés, mais ça va nous aider à enlever des choses sur l'assiette ou juste nous assurer de ne pas en ajouter plus parce que on devient trop mince là, en termes de notre impact. Fait que, Mhm. ouais, c'est une superbe de belle stratégie. Donc, pour les gens qui nous écoutent, de garder ça en tête. Si vous vous retrouvez dans cette situation-là, retournez à vos valeurs, puis le regardez à chaque élément dont vous êtes en train de discuter, puis posez-vous la question, mais ça représente lesquels de ces items-là représentent vraiment qui nous sommes. Puis ça peut nous aider à arriver à des réponses assez rapidement. Ah, vraiment, tu sais, dans le secteur humanitaire, c'est assez facile parce que chaque Ah, organisation, ils ont déjà comme établi, là. Puis la plupart des organisations humanitaires, c'est les mêmes principes fondamentaux, là, humanité, indépendance, neutralité et impartialité. Souvent, quand je travaille des organisations privées ou d'autres types d'organisations, c'est dans le mission statement, vision ouais, statement. ouais, ouais, Mais une des choses que je trouve dommage souvent, c'est que souvent, ces exercices-là d'établir la mission, d'établir la vision, ça se fait dans la stratégie ouais, quinquennale là, sur 5 ans. ouais. C'est un peu comme un check the box avec C'est ça. le corporate puis le conseil d'administration. Puis là, tu sais, c'est peut-être envoyé dans un mémo, mais c'est pas vraiment tu sais, un outil qui est utilisé pour rassembler tout le monde autour d'une vision commune. Puis une des choses que j'entends souvent, c'est des tensions, mettons, avec les Gen X, les baby boomers, puis les Ouais, ouais, millennials. ouais. Mais souvent, qu'est-ce que je vois, c'est que l'organisation n'utilise pas les valeurs comme dans le travail de tous les jours. Fait que c'est sûr que tes millennials, que eux autres, ils veulent une job où est-ce qu'ils sont engagés, que c'est purposeful, C'est ça. ben, ils ont pas ça, là. Tu sais, si t'as juste fait ton check the box exercise, ça marchera pas, là. Fait qu'il Ouais, faut vraiment que ces valeurs-là soient au centre de la mission de l'organisation, puis qu'elles soient utilisées pour régler les problèmes, puis choisir les priorités au jour le jour. Sinon, c'est creux, là, c'est une coquille vide.
Oui, puis c'est pas juste un check de box, parce que si on ramène, si on utilise ces valeurs-là, disons que les valeurs se retrouvent dans la planification qu'on a faite là, puis je retourne dans mon monde, l'éducation, fait qu'on a des plans, hein, des plans d'amélioration d'école, on a des plans d'amélioration au niveau d'un conseil scolaire pour des plus grands objectifs. C'est traditionnellement, dans le passé, Jean-Baptiste, ces documents-là étaient montés par un nombre restreint de personnes. Et puis ensuite, c'était comme si ces documents-là n'existaient plus, puis on y revenait jamais. Mais Ouais, depuis les dernières années, puis ayant travaillé comme direction d'école et puis comme direction de service, j'ai vu cette évolution-là où est-ce que on a pris ces documents-là, on prend ces documents-là maintenant, ça devient des documents vivants. C'est un document que moi, par exemple, je ramène auprès de mon équipe pour qu'on puisse faire des check-ins, pour qu'on puisse poser des questions, parce que nos objectifs ou nos théories d'action, disons, ils sont là, et puis on veut nous assurer de rester vraiment centré là-dessus, un peu comme nos valeurs. Fait que si on propose toutes sortes d'activités, bien, on s'assoit en équipe, on sort notre plan, qui est notre boussole, puis là, on se pose la question, ça rejoint-tu notre objectif, ça rejoint-tu nos valeurs? Puis si la réponse est non, on ne sait pas, là, ben, c'est peut-être une chose qu'on va mettre de côté, même si peut-être c'est une activité qui se vivait à chaque année depuis les dernières 6, 7, 8 ans dans l'organisation, dans l'école, parce que là, on réalise que peut-être on est en train de le faire parce qu'on l'a toujours fait, mais qu'il n'y a vraiment pas de lien avec soit les valeurs ou avec les objectifs qu'on s'est donnés dans la prochaine année à venir. Et puis qu'on pourrait peut-être entreprendre d'autres choses et mettre notre énergie ailleurs, puis ça va nous amener plus proche de qu'est-ce qu'on vise. ah, totalement, totalement. Je suis content qu'il y ait cette transition-là dans le milieu de l'éducation parce que je pense que c'est vraiment essentiel, là. C'est la fondation d'une équipe qui fonctionne, qui avance puis qui innove. Définitivement. Écoute, on parle de ressources limitées, puis ça m'amène au troisième point que tu avais proposé, Jean-Baptiste. S'il y a une ressource qu'on ne veut pas qu'elle soit limitée, c'est la relève. Tu sais, je pense qu'une des une des plus grandes responsabilités d'un leader, c'est de contribuer à aider à développer d'autres leaders. Euh, En éducation, Jean-Baptiste, je peux te le dire que dans les dernières années, de plus en plus de conseils scolaires et de centres de services scolaires, ils réalisent ça et puis ont déjà mis en place, tu sais, des programmes de développement de leadership où est-ce qu'on prend des gens qui s'intéressent potentiellement à des postes, à différents postes dans l'organisation de leadership et puis on leur fournit, on leur propose d'une façon facultative des formations, des rencontres, un parcours de développement professionnel pour les préparer pour ces rôles-là. Fait que ton troisième point, mais c'était au niveau d'une réflexion sur l'importance du coaching, parce que moi, ben, dans mon travail que je fais comme consultant avec Inspire Leadership Coaching, ben, un des produits que j'ai, c'est justement ce programme de développement de leadership qui peut s'étaler sur 1 an, 2 mois, même 3 ans. Et puis, il y a beaucoup de coaching, c'est ça, qu'est-ce qu'on fait? On coach les gens, on pose des questions, on leur présente des mises en situation, des études de cas, on leur fait vivre le plus qu'on peut sans qu'ils le vivent parce qu'ils ne sont pas peut-être dans ces postes-là encore, mais pour qu'ils aient une bonne idée par rapport au rôle qu'ils aspirent peut-être occuper un jour. Puis ça prend, tu sais, une bonne base de coaching pour faire ça. Donc, toi, aurais-tu une réflexion à nous partager par rapport à ça? Ben oui, moi j'ai la semaine dernière, j'ai reçu ma certification de Hey, ICF, félicitations! International Coaching Ouais! Federation. Wow! Fait que c'est fait, là. C'est J'ai mon beaucoup premier d'heures. niveau, là, pas le professionnel ou le master, le Ouais, Associate Certified Coach, là. Fait que ouais. je suis dans ce processus-là depuis décembre dernier, décembre 2024. Fait que je suis vraiment Wow. content d'être arrivé là. Puis qu'est-ce que j'ai beaucoup appris dans la formation? Tu sais, c'est des choses que j'avais déjà un peu aperçu sur le terrain, tu sais, de faire confiance au potentiel des gens de ton équipe, de faire Hmm. confiance à la capacité des gens de trouver leurs propres solutions, d'être autonome dans la résolution de problèmes, puis dans leur avancement personnel. Tu sais, ça revient un peu au point qu'on a déjà discuté. Comment tu fais pour t'adapter à différents contextes? Comment tu fais pour t'adapter à des ressources limitées? OK. Si tu essaies de tout faire tout seul, si tu Hmm. essaies d'avoir toutes les réponses, si tu essaies de tout dire, voilà, c'est ça qu'il faut qu'on fasse, voilà la voie à suivre. Euh, un, je te le dis tout de suite, tu n'as pas toutes les bonnes réponses. Deux, tu vas être brûlé après 2 semaines. Oui. Puis trois, ben, c'est pas comme ça que tu as une équipe engagée. Mais en coaching, en te posant les questions, toi, qu'est-ce que tu ferais de ton expérience? Quand tu as fait face à ces enjeux-là,
c'est quoi les outils que tu as essayé d'avoir, c'est quoi les ressources que tu as essayé de trouver. On est constamment surpris par la capacité de mon équipe à arriver avec des solutions, avec de l'innovation. Puis c'est vraiment là que je vois le potentiel collectif. Là. Tu sais, que un plus un, c'est pas 2, c'est peut-être 4, 5. Là. On est capable de faire plus que C'est ça. juste la somme des différentes personnes. Fait que moi, vraiment, le pouvoir des questions, de poser des questions à son équipe. Deux, le pouvoir de changer de perspective. Tu sais, on arrête d'essayer, on s'engage dans telle direction. On arrête de blâmer, on prend la responsabilité. Oui, OK, tu sais, on contrôle pas l'environnement, il y a un paquet d'affaires qu'on contrôle pas. Mais qu'est-ce qu'on contrôle? On va se concentrer là-dessus, puis c'est Ouais. ça qu'on va faire. Tu sais, fait que le changement de perspective, poser des questions, je trouve ça super, super important. Puis aussi de coacher la relève, d'avoir les gens dans ton équipe, de partager avec eux qu'est-ce que tu connais, de les aider à se développer, à, s- à s'améliorer, Mhm. et apprendre d'eux autres pour que toi, tu te développes et tu t'améliores aussi. Je trouve ça super important. Je pense qu'on a tous rencontré dans notre carrière des leaders, des patrons, des chefs d'équipe qui étaient très protecteurs de leur position, puis Ouais. qu'à place de coacher, tu sais, ils essaient de se protéger, puis ils faisaient un peu un mur là, tu sais, pour pas que tu arrives. C'est ça. Pas tu perds Tu ma sais, job. ouais, c'est ça. Tu sais, il se sentait un Ouais. peu menacé. Puis, Ouais. tu sais, il y a personne qui se sent euh, heureux, épanoui, motivé dans ce genre d'environnement-là. Mm. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des mentors puis des coachs exceptionnels, tu sais, puis je veux les nommer aujourd'hui, là. Ouais, Julie vas-y, vas-y. McHugh, Céline Curie, Stéphane Michaud, vraiment, là, ils m'ont beaucoup aidé. Puis mon coach aussi, pendant plusieurs années, Jean-Pierre Tachereau, euh, il n'y avait rien à gagner à ce que je me développe, autre que leur équipe allait être plus performante. Ouais. Mais ils m'ont donné énormément de ressources, ils m'ont donné énormément de temps. Puis ça m'a vraiment aidé à m'épanouir. Fait que là, moi, dans mes équipes, j'essaie de faire la même chose. Tu sais. Puis à date, j'ai jamais eu l'impression que ça s'est retourné contre moi. Il y a personne qui m'a volé ma job. Tout a bien été. T'es encore correct, là. Fait que vraiment, coaching est vraiment essentiel aspect là, Mm. pour la performance des équipes. Puis quel beau cadeau à se faire. Moi, je me le suis fait, ce cadeau-là. Une certification de coaching plusieurs années passées. C'est venu améliorer mon leadership auprès de mes écoles, auprès de mon personnel. C'est venu changer ma perspective. Ça m'a donné l'opportunité de pouvoir exercer toutes sortes de différentes compétences, de développer des compétences. Fait que pour les gens qui nous écoutent, là, peu importe ton poste, tout le monde est un leader, ça c'est certain. Tout le monde a une influence à exercer positive sur les autres. On a toute la responsabilité d'ajouter de la valeur aux autres, tu sais, puis à l'organisation aussi. Fait que, tu sais, comme les gens qui vont chercher justement une certification de coaching, ben ça va leur servir, c'est certain. Donc ça, c'est un beau cadeau qu'on peut se faire parce que tu vas l'appliquer directement dans ton environnement, puis directement dans les interactions que tu as avec les autres. C'est une belle perspective à avoir parce que j'ai toujours dit, Jean-Baptiste, que le coaching, l'approche du coaching, c'est une disposition, c'est une façon d'être. Et puis ça change les gens. Ça change les gens. Ça change ta pratique, ça change comment tu vois les choses, comment tu abordes des choses. Euh, Quand tu es à la requête de solutions, la façon que ton approche par rapport à ça, ça change tout. Donc, si tu cherches à vraiment ajouter un outil indispensable dans ton coffre à outils, là, pour les gens qui nous écoutent, allez à la recherche, tu sais, d'une certification de coaching. Même, tu sais, au niveau du réseautage, entourez-vous des bonnes personnes. Tu as parlé de mentorat, Jean-Baptiste, tantôt, des gens avec qui tu as travaillé, que tu allais consulter. Ça peut être des coachs que tu embauches, mais parfois, c'est des gens qui sont autour de toi déjà, qui sont là, puis qu'il n'y a pas de coût, là. C'est une question de juste communiquer avec eux puis dire, hey, on pourrait se rencontrer, je sais pas moi, à tous les vendredis après-midi à 15 heures, on va faire un petit Zoom ou on va se rencontrer en personne, on va aller prendre un petit verre au restaurant après le travail, puis on va jaser. Fait que juste ça, ça peut faire toute la différence au monde quand que tu choisis bien tes personnes, quand tu choisis quelqu'un qui est
que déjà, que toi, tu perçois qu'il y a de l'avance sur toi, puis une personne de qui tu peux probablement apprendre des choses pour que toi, tu puisses, à ton tour, prendre de l'avance et puis avancer comme leader. Oui, puis tu sais, ça revient un peu au point que je mentionnais au début. Euh, les experts, c'est pas forcément ceux qui ont des grands titres, tu sais, puis t'as pas forcément besoin de trouver un mentor ou un coach qui a 20 ans d'expérience de plus que toi. Oui, Tu sais, moi, des fois, ça m'arrive, quelqu'un dans mon équipe, junior, qui vient de sortir de l'université, tu sais, oui, oui, mais j'admire sa capacité de communiquer, ou j'admire sa capacité de gérer une rencontre, un meeting, ou j'admire sa capacité euh, d'organiser les priorités. Tu sais, ils ont vraiment une façon super spécifique de faire comme, OK, ça, tu sais, ça, je remets ça demain, c'est comme ça oui, que j'organise mon oui, horaire oui, aujourd'hui. oui, Tu sais, c'est correct de faire comme, OK, je veux du coaching, je veux du mentoring là-dessus. Tu sais, puis, OK, t'es peut-être mon junior, t'es peut-être mon senior, c'est pas grave. Montre-moi ça, tu sais. Puis souvent, ça crée du peer coaching, tu sais, on centre ben oui, motive ou on ben oui. centre apprend, tu sais. Puis c'est vraiment super enrichissant comme relation. Puis le retour sur l'investissement est incroyable. Et puis, tu sais, moi, j'ai coaché plusieurs personnes et puis moi, j'ai pu prendre un petit quelque chose de ces personnes-là. Moi, je crois que je peux apprendre quelque chose de nouveau de chaque personne que je rencontre. Donc, c'est aussi bénéfique pour moi que la personne que je coach, tu sais, en même temps. Donc, c'est un win-win. Et je dirais même, je finis là-dessus, Jean-Baptiste, par rapport à ce sujet ici. Euh, je dirais même qu'il ne faut pas se gêner de faire un reach-out auprès des gens qu'on ne penserait pas répondraient ou a le temps pour nous. Moi, ça m'est arrivé avec des gens qui sont vraiment bien connus dans le domaine de l'éducation. Et puis qu'à un moment donné, j'ai dit, tu sais quoi? Je vais envoyer un courriel, puis je vais leur demander si ça donnait que j'animais un club de lecture, puis c'était l'auteur du livre, puis je me suis dit jamais ce qu'il va avoir le temps parce qu'il est trop connu, il fait des keynotes partout dans le monde. Tu Ah sais, ouais. ou soit ça, ou il va dire, ben oui, je peux y être, mais ça va te coûter, tu sais, 3 000 $. J'ai dit, tu sais, j'ai rien à perdre, et tout à gagner. J'ai envoyé un courriel, puis il m'a répondu en delà de peut-être une heure, me disant, oui, tu sais quoi, envoie-moi le lien, puis ça va me faire plaisir de me brancher avec ton groupe pour que je puisse répondre à des questions. Puis là, c'est là que j'avais réalisé, je me souviens encore quand c'est arrivé, c'est la première fois. Puis c'est là que j'ai réalisé, Joël, il ne faut jamais que tu penses que quelqu'un est trop loin pour que tu puisses rencontrer cette personne-là et bénéficier de cette personne-là. Il faut toujours que tu essaies. Il ne faut pas que tu arrêtes. Tu laisses ça t'arrêter parce que tu as beaucoup plus à perdre que tu n'as peut-être à gagner en ne passant pas à l'action et en ne faisant pas ce reach-out-là à cette personne-là. Donc, pour les gens qui nous écoutent, là, peu importe qui que c'est, hey, envoie un courriel, puis pire au pire, tu n'as pas de réponse ou ils disent non, et puis tu vas vers quelqu'un d'autre. Ouais, ben, c'est un peu, si tu fais rien, le résultat, c'est zéro. Oui, Si tu fais exactement. quelque chose, le résultat, c'est un ou zéro. Fait C'est que, ça. au final, entre 50%, entre 0,5 puis zéro, je prends le 0,5 Exactement. n'importe quand, là, tu sais. Puis vraiment, moi, l'importance dans le coaching, c'est changer sa perspective. Tu sais, Oui, de juste voir les choses un peu différemment. Tu sais. Puis oui. l'exemple que je donne, c'est si tu demandes à quelqu'un à la fin de la journée au souper, combien de voitures jaunes tu as vues dans la journée? Hmm, La personne va probablement dire zéro, un. Tu sais. Mais si tu demandes au début de la journée, hey, dis-moi à soir combien de voitures jaunes tu as vues dans la journée. Probablement, elle va en avoir vu 22 ou 27 parce que son cerveau, son attention, sa façon de c'est voir ça. les choses autour C'est ça. d'elle est là-dessus. Tu sais. Fait que c'est avec le coaching, ta perspective, ta façon de voir les choses, c'est vers les solutions, vers l'innovation, vers la confiance envers les gens de ton équipe, Hmm, d'être juste gentil avec le monde autour de toi, être transparent, avoir confiance en toi-même, prendre ses responsabilités, t'engager à place d'essayer, ouais, ben, il y a pas mal plus de chances que ça arrive. Tu sais, c'est pas, c'est pas ésotérique, là, c'est juste que tu vas être plus attentif à ces choses-là. exactement. Tu vas être conscient. Ouais, c'est ça. Fait que ça va arriver juste parce que tu vas être dans une meilleure position de saisir ces opportunités-là. Fait que, Exactement.
Souvent aussi en coaching, moi, qu'est-ce que j'aime beaucoup, c'est de dire à mon équipe, j'ai des attentes élevées. OK? Hmm. Mais je vais aussi donner un support élevé. OK? OK, C'est pas OK. juste, c'est pas juste j'ai des attentes élevées puis vous êtes punis si vous n'arrivez pas aux attentes. Ouais, C'est ouais. pas peu importe si vous avez des résultats ou si vous échouez, je vais vous aimer pareil. Non, non, non. Il y a des conséquences, on n'arrive pas aux attentes, mais les attentes viennent au même niveau que le support. Tu sais, C'est pour moi, c'est ça. super Ça vient. important. Puis ça vient aussi avec la mentalité de coaching, puis de croissance, qui adapte les équipes. Je trouve qu'ils répondent très, très bien parce que Hmm. ils ont l'impression qu'on les prenne pas pour t'es moins que rien. C'est comme si les attentes sont là, ça doit dire que c'est ça ma valeur. Tu sais, c'est ça que je suis en tant que personne ou en tant que C'est professionnel. ça. C'est ça. Fait que souvent, je vois vraiment une très, très bonne réponse à ce niveau-là. Ben oui, puis en même temps, comme leader, ben, on est en train de dire que je vais marcher à côté de toi. Tu sais, puis je vais t'accompagner. Puis ça, c'est important parce que de dire à quelqu'un, tu sais, ou à une équipe, mes attentes sont très élevées, ben ça, automatiquement, les gens vont être comme, wow, ça va être bien de l'ouvrage, ça va être. Mais là, je vais être seul à faire ça, ou on va être seul, on a besoin de l'aide. Mais quand ils savent que ton leader est là pour marcher à côté de toi pendant que les autres ils font ça, puis que tu es là pour les appuyer, mais ça peut faire toute la différence au monde. Donc, Mhm. Puis c'est aussi excellent. d'être redevable, tu sais, de Ben, dire c'est correct si vous avez des attentes hyper élevées envers moi. c'est ça. C'est un échange, là, tu sais, on est là-dedans ensemble. Là. Ouais. Exactement. Donc, Jean-Baptiste, si les gens qui nous écoutent aimeraient communiquer avec toi, de quelle façon est-ce qu'ils pourraient le faire? Fait que je pense que tu as, peut-être déjà mis en ligne là, la page là, avec mon OK, courriel. OK. Mon organisation s'appelle Partenaires humanitaires internationaux, Humanitarian Partners International. Fait qu'à humanitarianpartners.ca, vous pouvez voir un peu nos services. On se concentre surtout sur le monde humanitaire, mais si vous voulez qu'on soit facilitateur ou si vous avez besoin de coach en leadership, vous pouvez aussi me contacter là, directement. Là, il y a le lien là, sur le site Internet. Donc, n'hésitez pas, puis ça me ferait plaisir de rencontrer des nouvelles équipes et de voir comment je peux aider les équipes de ton auditoire. Excellent. Puis, comme d'habitude, mais pour les gens qui suivent le podcast, donc toutes les informations de Jean-Baptiste, comment communiquer avec lui, son organisation, mais ça va être tout noté dans ta page, dans mon site web. Donc, vous n'avez qu'à vous rendre à inspireleadership.ca, barre oblique, ou la section de podcast. Et puis, vous verrez que comme d'habitude, il y aura une page là pour l'épisode à Jean-Baptiste et puis toutes ces informations seront là. Donc, ne gênez-vous pas à communiquer avec lui là, pour toute question ou besoin. Donc, Jean-Baptiste, on arrive déjà à la fin de notre entretien. J'ai une dernière question à te poser. C'est pour les gens qui nous écoutent. Fait que pour ces gens-là là, qui nous écoutent, puis c'est plein de gens en éducation, en affaires, si tu avais, par rapport à notre conversation d'aujourd'hui, là, si tu avais un souhait pour eux, ça serait quoi ce souhait-là? Ah, je pensais que tu allais me demander ma citation, parce que c'est ça que tu demandes à tout le monde dans tes épisodes de podcast. Tu Mais peux partager une citation aussi si tu veux. Ça, c'est bien correct. OK. Ben, je vais commencer avec mon souhait. Euh, mon souhait pour tout le monde, OK, c'est, tu sais, on a beaucoup parlé des valeurs Hmm. aujourd'hui dans le podcast, les valeurs de l'organisation, mais prenez le temps de réfléchir à vos valeurs personnelles. Euh, Puis mon souhait, c'est que vous soyez capable de vivre une vie qui soit alignée avec vos valeurs personnelles. Hmm. C'est ce que je souhaite à tout ton auditoire, tout le monde qui écoute le Hmm. podcast. Hmm. Puis finalement, as-tu une citation ou je sais pas si tu Oui, en fait avais que une la déjà faite. citation Ben, vite, que let's go. Nous autres, on aime ça, des affirmations positives, des citations, on aime ça. Fait qu'on t'écoute. la citation que j'ai, je l'ai vue sur dans une série télévisée d'Apple TV qui OK. s'appelle Ted Lasso. Oui, 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 je connais ça. Je connais ça. Fait que la citation, c'est Be curious, not judgmental. OK. Fait que soyez curieux avant de juger, plutôt que juger les gens. Je trouve que ça s'aligne bien avec qu'est-ce qu'on a parlé aujourd'hui, de poser des questions, de l'écoute active. Souvent, qu'est-ce qu'on va apprendre par notre curiosité. Hmm. Ça va vraiment nous aider à la fois dans notre job de leader, mais aussi à changer notre propre perspective sur les différentes personnes. Donc voilà.
Effectivement, donc Jean-Baptiste, merci encore une fois d'avoir été là avec nous. Donc, c'est vraiment apprécié. Les gens, ils vont sûrement apprécier aussi ton épisode. Je te souhaite bon succès, bonne continuité. Je te souhaite de faire beaucoup de souvenirs avec ta petite fille aussi en même temps. Fait que Jean-Baptiste, merci d'avoir été mon invité sur le podcast. Ça fait plaisir. Merci beaucoup, Joël, de m'avoir invité. Merci.